Radio France Internationale, il est 17h à Paris. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal du mardi 11 novembre, les ravages d'un typhon aux Philippines. Des vents tourbillonnants emportant tout sur leur passage. Témoignage à suivre d'une habitante. 11 novembre en France, journée de commémoration. Jour férié pour célébrer la fin de la guerre de 1918. Cette année, les malgré nous sont à l'honneur. Nous vous expliquons cette expression dans un instant. Mahmoud Abbas est à Paris. Il effectue sa première visite en France en tant que président de l'État de Palestine. Et enfin, nous irons au Ghana pour une restitution d'objets d'art. 130 objets d'une très grande valeur détenus jusque-là au Royaume-Uni et en Suisse ont été rendus aujourd'hui au Ghana. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. 25 morts, c'est le nouveau bilan encore très provisoire annoncé il y a quelques instants par les autorités philippines après le passage d'un typhon. Des secouristes philippins à l'aide de pelleteuses et de tronçonneuses ont commencé aujourd'hui à nettoyer les zones dévastées par ce super typhon nommé Fungyong, car les dégâts sur place sont très importants. Les vents ont particulièrement tout emporté sur leur passage. Écoutez le témoignage de cette habitante. Beaucoup de localités sont entièrement inondées. De nombreuses maisons ont été emportées par les vents violents et par l'eau. Sur les toits des maisons qui tiennent encore debout, on retrouve des survivants. Il n'y a plus d'électricité, plus d'eau courante. Dans les zones montagneuses, des glissements de terrain ont enseveli des villages et emporté les champs. La récolte des agriculteurs a été complètement détruite. Ils n'auront donc aucun revenu. On vient de m'envoyer une photo sur laquelle on voit une ferme qui semble flotter au milieu de la mer. Elle est entourée d'eau. Mais il y a aussi des ateliers et des commerces qui ont été rasés de la carte, des pêcheurs qui n'ont plus de bateaux. Le typhon a donc non seulement détruit l'habitat, mais aussi l'ensemble des moyens de subsistance de la population. Cette habitante des Philippines au téléphone avec Stéphanie Schuller. En France, à l'occasion des célébrations du 11 novembre, le président français rend hommage aux soldats morts pour la France. L'occasion également pour Emmanuel Macron de dévoiler une plaque en la mémoire des Français enrôlés de force dans l'armée allemande. Ils sont français et ont été contraints de servir la Wehrmacht. Ils s'appellent les malgré nous. Explication Sylvie Coffy. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, l'Alsace et la Moselle sont annexées par décret à l'Allemagne nazie. Les jeunes conscrits qui se font appeler les malgré nous vont combattre sous le drapeau allemand, comme l'explique l'historien Geoffrey Koenig. Le terme de malgré nous est un terme qui apparaît après la Seconde Guerre mondiale. Alors en réalité, ce groupe puise dans l'héritage de la Première Guerre mondiale, puisque déjà dans les années 20, on a ce terme malgré nous pour les soldats alsaciens, mosellans qui avaient combattu dans l'armée impériale. Mais en gros, les malgré nous, ce sont 130 000 soldats alsaciens, mosellans pour la plupart, qui ont combattu donc dans l'armée du Troisième Reich, que ce soit dans l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, mais aussi dans la Waffen-SS. Ces soldats ont une histoire particulière qui reste méconnue. Les incorporés de force pose problème à l'armée allemande. C'est une population qui est jugée prompte à la désertion. Les faits leur ont donné plutôt raison puisque ce sont des troupes qui, pour l'essentiel, étaient jugées et ont été moins fiables que leurs homologues allemands. Après un long processus mémorial, ces soldats sont aujourd'hui reconnus comme des victimes de la nation française. Après les cérémonies du 11 novembre, ce matin, dans un tout autre registre, Emmanuel Macron a reçu au Palais de l'Élysée Mahmoud Abbas. C'est la première fois que les deux hommes se revoient depuis la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Dans ce cadre, Mahmoud Abbas promet l'extradition d'un Palestinien. Le retour en France d'Hicham Harb, soupçonné d'avoir organisé un attentat contre des Juifs à Paris, rue des Rosiers en 1982. Par ailleurs,
sur l'avenir de Gaza. Mahmoud Abbas réaffirme que le Hamas n'aura aucun rôle dans le gouvernement à Gaza. Il ajoute que des forces palestiniennes sont prêtes à s'y déployer en coordination avec une force multinationale. Enfin, le président de l'autorité palestinienne assure également être prêt à tenir très prochainement des élections générales en Palestine. Les Irakiens ont voté aujourd'hui, élections législatives. Ils élisent leurs 329 députés pour renouveler le Parlement irakien. L'Irak, 46 millions d'habitants, connaît une stabilité politique depuis plusieurs années. Les bureaux de vote ont fermé depuis maintenant 1 heure. Résultat attendu dès demain. Les talibans pakistanais revendiquent un attentat. Ils affirment être à l'origine d'un attentat suicide aujourd'hui devant un tribunal d'Islamabad. Un homme s'est fait exploser devant ce tribunal. Il a tué au moins 12 personnes, en a blessé 27 autres. Dans leurs revendications, les talibans pakistanais remettent en cause des décisions de justice, selon eux, contraires aux lois islamiques. Le journal en français facile. Dans l'actualité européenne, il a dû quitter la BBC. La BBC, c'est le groupe audiovisuel public au Royaume-Uni. C'est le directeur général. Tim Davie a démissionné. Il a reconnu qu'une erreur avait été commise dans un documentaire sur le président américain diffusé en octobre 2024, poussé vers la sortie pour un montage trompeur de l'un des discours de Donald Trump. Depuis, le président américain menace la BBC de les poursuivre en justice. Mais avant de partir définitivement, Tim Davie avait quelques mots à dire aux employés de la BBC. Nous sommes une organisation unique et précieuse. Je vois la presse libre et je vois la liberté de la presse mise à rude épreuve. Je pense que nous devons lutter pour notre journalisme. Je suis vraiment fier de notre travail et du travail incroyable que nous réalisons localement et mondialement, qui est absolument précieux. Nous avons commis quelques erreurs et nous payons pour cela. Mais ne laissez personne vous empêcher de penser que nous faisons un travail fantastique. Le désormais ex-directeur général de la BBC, Tim Davie, propos recueillis par notre correspondante à Londres, Emeline Vin. Refermons ce journal au Ghana, où plus de 130 trésors, des objets royaux en or et en bronze et autres œuvres d'art du royaume Ashanti sont de retour à Koumassi. Des objets détenus jusque-là au Royaume-Uni, en Suisse et en Afrique du Sud. Des objets pillés pour une grande part lors d'affrontements avec les forces coloniales britanniques à la fin du 19e siècle. Explication à Accra de notre correspondant Victor Cariou. Avant de pouvoir retourner à Koumassi, leur terre d'origine, la centaine d'œuvres d'art et objets royaux ont dû être pistés à travers les continents. Achetées par un collectionneur suisse en 1904, ces pièces patrimoniales du royaume Ashanti ont ensuite été acquises par le groupe minier Anglo Gold Ashanti pour être exposées en Afrique du Sud. C'est là-bas qu'Ivor Adjeman Dua, historien et directeur du musée du palais de Manchia, a débuté les négociations en vue de leur restitution. Le roi Ashanti m'a demandé de me rendre en Afrique du Sud pour mener une analyse d'authentification, ce que j'ai fait. Nous avons ensuite conclu un accord pour que ces objets reviennent à Koumassi. Cela nous a pris 2 ans de négociations. À ces 110 objets se sont également ajoutés une vingtaine d'autres en provenance cette fois-ci de collectionneurs britanniques, dont un tambour en bois saisi lors du siège de Koumassi par les forces coloniales britanniques en 1900. Mais également des œuvres d'art plus récentes. Il y a des œuvres très contemporaines produites dans les années 1960. Elles seront pour la plupart exposées dans un musée nouvellement construit dédié à l'art contemporain. Aujourd'hui, l'historien dit être en phase de négociation avec des musées en Angleterre et en Écosse pour continuer à œuvrer au retour du patrimoine Ashanti. Victor Cariou, Accra, RFI. C'est la fin de ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. Je vous retrouve dans 2 heures derrière ce micro pour le grand journal du soir sur RFI. Radio France Internationale à Paris, 17h10.